aplauso María Luisa. Huelga general, general. 16 mineros muertos, mira, mira Maruchina, mira, mira cómo vengo yo. 16 mineros muertos, mira, mira Maruchina, mira, mira cómo vengo yo. Je vais laisser la chorale s'installer tranquillement. Il y a des chaises devant, n'hésitez pas. Un grand merci à vous, à les choraleurs de Caser. La chorale, on peut les applaudir parce qu'ils viennent... on les avait rencontrés à une manifestation à Muret et j'ai dit, c'est bien le chant, ça donne du cœur à l'ouvrage et on en a besoin dans l'époque que nous vivons. Bon, je vais pas partir dans un long discours. Je vais déjà vous remercier la commune d'Autrive qui nous a gracieusement prêté cette salle et son maire ici présent, René Azéma, qui, on peut l'applaudir, et la commune d'Autrive. Et bien sûr, on peut applaudir toute l'équipe municipale d'Autrive. Un grand coup de chapeau aussi à toute l'équipe qui m'entoure, parce qu'un député sans équipe, il n'est pas grand-chose. Donc, je vois au loin, au fond de la salle, Alice, qui travaille à Muret. À ma gauche, Maël. Au loin, Loïc. Et puis à Paris, qui nous regarde, il y a Maxime. Et puis un petit coucou à Ariane, qui est partie sur une campagne à Toulouse, pour faire la campagne de Toulouse. Donc je vous remercie aussi à vous d'être là, parce que ça fait chaud au cœur d'avoir qu'il y a du soutien, qu'il y a une salle qui est remplie. Et c'est toujours un réconfort de savoir qu'on est soutenu dans ce qu'on essaye de faire quand on est député ou quand militant. Un grand merci à vous d'être venus un jeudi soir. C'est jamais simple le jeudi soir. Et je sais qu'il y en a certains qui ont d'autres occupations, qui vont peut-être partir tout à l'heure. Un grand merci à vous. Et donc vous pouvez vous applaudir. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Maëlle qui va vous présenter le déroulé de cette soirée qui s'annonce magique. Bonsoir. Du coup, pour cette cérémonie de vœux, on a voulu mettre un peu de la visibilité sur les acteurs et les actrices du territoire, sur les personnes qui, dans la circonscription, ont des projets, des activités, qui luttent et qu'on ne voit pas beaucoup. Donc on a invité plusieurs personnes et les premières personnes qui vont venir témoigner un petit peu de leur activité, ce sont des personnes qui sont chez Digitani, qui est une entreprise d'insertion par l'activité économique basée à Saverdun et à Auterive et qui accompagne des gens dans le cadre du retour à l'emploi pour des personnes qui étaient éloignées de l'emploi. Donc j'invite Jeanne Portefeuille à venir nous rejoindre. Donc, bonjour, moi je suis Jeanne Portefeuille, je dirige l'entreprise Digitani qui a déjà été présentée, mais je vais vous en dire un petit peu plus. Et je suis accompagnée de David, excusez-moi. David qui va se présenter aussi un peu plus tard. Donc Digitani, c'est une entreprise d'insertion par l'activité économique, donc je pense que certains d'entre vous ici savent ce que c'est. Une entreprise d'insertion par l'activité économique, c'est une entreprise qui accompagne des personnes éloignées de l'emploi pour différentes raisons. Et ça peut être des accidents de vie, ça peut être un handicap, ça peut être un manque de qualification. Et sur notre territoire, alors quand j'ai parlé de territoire, on est sur Saverdun et Auterive, donc c'est vraiment le bassin d'emploi assez large. On a aussi des personnes qui n'ont pas le permis, qui n'ont pas de voiture. Enfin voilà, il y a beaucoup de questions autour de la mobilité. Et parfois aussi un éloignement de la métropole toulousaine qui fait que c'est compliqué d'aller trouver du travail. Donc voilà, ces problématiques d'insertion, c'est le cœur de notre activité, c'est le cœur de notre mission, c'est vraiment pour ça qu'on s'est créé. On est aussi en coopérative avec un engagement coopératif assez fort, dans le sens où les salariés permanents, pas les salariés en insertion, sont aussi engagés dans la gouvernance de l'entreprise. Et qui dit entreprise, dit activité économique. Donc on vit principalement de notre activité économique.
qui est, alors je ne vais pas être trop jargonneuse, mais qui est sur les métiers du numérique. Donc on est une dizaine d'entreprises d'insertion en France à travailler sur ces métiers du numérique, et sur l'Occitanie, on est la seule. Donc sur le numérique, ça va de la création de sites web, qui était notre activité au départ, donc je pense qu'aujourd'hui tout le monde sait à peu près ce que c'est qu'un site web, à des travaux sur l'intelligence artificielle. Et depuis 6 ans, on travaille pour entraîner, pour produire de la donnée, pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Donc je peux en parler un peu plus maintenant parce que tout le monde commence à entendre parler d'intelligence artificielle, mais il faut savoir qu'ici, l'intelligence artificielle, c'est un support pour permettre à des personnes éloignées de l'emploi qui sont attirées par ces métiers du numérique, finalement de rentrer par la petite porte. Et aujourd'hui, ce travail d'annotateur, il est fait notamment à Madagascar, sur des données qui entraînent des modèles d'intelligence artificielle dont on parle beaucoup aujourd'hui. Donc nous, on va travailler sur des données qui sont un peu plus particulières. Et vraiment, ça crée j'ai envie de dire des vocations, alors c'est pas tout à fait le terme, mais ça crée vraiment un intérêt. Les personnes arrivent en voulant faire du design, en voulant faire du web, et puis elles se rendent compte que la donnée, c'est très intéressant, que derrière la donnée, une fois qu'elle est propre, qu'elle est bien qualifiée, qu'elle est fiable, on peut faire plein de choses. Et du coup, c'est des métiers qui sont très porteurs aujourd'hui. Donc chez nous, on a accueilli 70 personnes depuis le début. Et aujourd'hui, il y a presque une personne sur 2 qui est en CDI 5 ans après, sur les statistiques qu'on a pu faire. Je ne l'ai pas dit, mais on a créé l'entreprise en 2017 et on s'est installé à Hauterive en 2022. Voilà ce que je peux vous dire. On accueille autant de femmes que d'hommes, alors que dans le numérique, les femmes sont plutôt en général sur des postes administratifs et rarement sur des postes techniques. Donc on arrive vraiment on va chercher les femmes en faisant des événements pour elles, pour présenter les métiers. On accueille aussi la moitié de personnes en situation de handicap, donc souvent des handicaps psychiques, mais pas que. Mais voilà, c'est des handicaps qui ne sont pas faciles à déceler et à accompagner. Et puis, dans les personnes qui viennent, on peut penser que c'est que des personnes qui sont qualifiées, qui sont déjà très à l'aise avec l'informatique. C'est pas vrai. On a la moitié de personnes, la plupart des personnes qu'on accueille ne sont même plus dans les droits à France Travail, en fait. On est vraiment dans les minima sociaux, 50% de personnes au RSA, et après on est sur les allocations spécifiques de solidarité, de handicap, etc. Donc voilà, c'est vraiment des personnes qui sont en grande précarité et qui ont besoin de ce coup de pouce. Et grâce au métier du numérique qu'on qualifie souvent, on voit c'est la French Tech, c'est la Silicon Valley, etc. Ben non, en fait, ici, on utilise le numérique pour faire des parcours d'insertion. Et je m'arrête là parce que le mieux, c'est d'écouter David et comment il a mis à profit ce parcours. Voilà. Donc, je m'appelle David et du coup j'ai 44 ans et je vais essayer c'est pas un exercice facile pour moi, mais je vais quand même essayer de parler du coup de comment je suis arrivé à Digitali. Je viens d'un département à côté, je viens du Gers à la base et j'ai passé mon bac un peu avant 2000, donc ça fait un moment que je suis sur le marché de l'emploi et j'ai pas eu vraiment de diplôme après le bac. Du coup je me suis retrouvé sur un marché assez rural. C'était compliqué d'avoir une activité intéressante, on va dire. Et quelques années plus tard, j'ai décidé de passer un cours du soir, un DUT en informatique, parce que je me suis dit que c'était quand même possible, que j'ai eu. Donc je me suis rapproché justement à Haute-Garonne pour ça. J'habite à Gréppiac du coup, depuis 7 ans maintenant. Et je passais donc un cours du soir, ce DUT que j'ai eu. Et suite à ça, j'ai exercé dans ma propre entreprise. Je faisais du développement, de la correction de code, etc. J'ai trouvé ça intéressant. Et j'ai très bien vécu de ça pendant plusieurs années. Mais au bout de, on va dire, 4-5 ans, surtout avec l'arrivée de l'IA, justement, ce travail, il est en train de péricliter, quoi. Donc, je me suis retrouvé sur les minima sociaux il y a quelques années. Et du coup, dans mon parcours d'insertion, que je suis rattaché à Hauterive, justement, j'ai été redirigé vers Vidéo 3/4, une structure qui est à Hauterive, justement. Et c'est eux qui m'ont partagé, qui connaissaient Digitali, donc je me suis rapproché d'eux et voilà, j'ai intégré Digitali il y a à peu près 1 an maintenant. Et j'en suis très satisfait parce que, comme vous dites, c'était quelque chose que j'avais perdu, quoi. Le fait de travailler en solitaire quelque part, je commençais aussi à perdre ma confiance en moi, je me sentais isolé, etc. Et là, alors j'avais toujours une appétence en informatique que j'avais déjà. Tu parlais de gens qui n'ont pas ça, mais moi ça allait de ce niveau-là. Par contre, ce que j'ai retrouvé à Digitali, c'est quand même ce lien social, d'avoir des collègues
des gens intéressants, etc. Je parle pas assez près, excusez-moi. Voilà. Ok. Non, je disais que ce que m'a apporté Digitani, au final, c'est plutôt l'aspect social de retrouver des collègues de travail, surtout des personnes qui sont comme moi en insertion, qui étaient un peu isolées. Et du coup, j'ai l'impression de ne pas être seul dans ce cas-là, quoi. Et je croise des gens qui sont un peu dans mon cas, et c'est très intéressant. Et ça me revalorise, je me sens moins seul, quoi. Voilà. Ce que tu veux dire, c'est que tu fais aussi... Oui, je peux essayer. Ça peut faire ce que je fais. Oui, je dirais que je n'ai pas parlé des activités que je fais au sein de Digitani. Elle a parlé d'IA, justement. Je bosse aussi sur des projets de contrôle de qualité, par exemple, sur de la donnée, de la géomatique. On est surtout centré sur de la géomatique, c'est des données géographiques, on va dire. C'est un peu plus technique. Et après, c'est vrai qu'il y a une notion, comme tu dis, de tutorat, de partage de connaissances. Les anciens aident les nouveaux arrivants qui ne sont pas forcément qualifiés dans l'informatique pour apprendre ce que nous savons. Et donc, il y a un savoir qui se transmet comme ça. Merci. Voilà. Merci. Pour la suite, on a invité un lieu un peu emblématique de Sainte-Gabelle, qui est Le Tracteur, qui est un lieu culturel. C'est un tiers-lieu, et alors nous, on soutient particulièrement les tiers-lieux, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Christophe a porté un projet de loi sur les tiers-lieux. Et donc, on a invité Léa pour qu'elle témoigne un petit peu de toutes les activités culturelles qui se montent au tracteur, le rôle du tracteur et les personnes qui sont accueillies au tracteur comme lien social aussi. On est bon au niveau du son? Oui. Trop bien. Bonsoir à toutes et tous, je suis ravie, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis effectivement venue en tant qu'associée et salariée de ce tiers-lieu culturel qui est à Sainte-Gabelle sur les Coteaux, vraiment à 10 minutes d'ici. On est donc un lieu culturel avant tout, mais pas que, parce qu'on se veut aussi tiers-lieu. Et c'est un lieu collectif, coopératif, qui défend vraiment... d'une part, la culture par et pour toutes et tous. D'autre part, le faire ensemble avec les habitants, habitantes, avec tout le tissu associatif, les collectivités locales. C'est un lieu de vie, un lieu de convivialité, de pratique, de découverte artistique, au sens, et de découverte aussi culturelle, au sens très large du terme, et qui sommes évidemment engagés sur... tout ce qui va être transition sociale, démocratique, environnementale. Là, c'est des valeurs qu'on porte fort et qu'on a envie de construire toujours dans cette logique de par et pour avec les habitants, habitantes, en soutenant les initiatives citoyennes, les initiatives associatives qui peuvent exister. Concrètement, donc je vous l'ai dit, on est un lieu culturel. On accueille beaucoup d'artistes et en résidence d'artistes. On accueille aussi des artisanes qui travaillent là-bas au quotidien dans leurs ateliers. Et après, on est aussi un lieu de culture de proximité avec de la pratique amateur, avec des actions culturelles qu'on déploie sur principalement Sainte-Gabelle, Hauterive et les environs. Mais voilà, on a envie aussi d'aller vers d'autres publics qui ne viendraient pas forcément jusqu'à chez nous. On est évidemment un lieu de programmation artistique. On essaye de programmer à peu près une fois par mois un événement public et professionnel, mais on a aussi depuis peu, là, depuis janvier, l'envie d'ouvrir un mercredi par mois un espace qui soit dédié aux associations, aux acteurs, aux habitants, habitantes. Voilà, le prochain mercredi, on fait une scène ouverte en lien avec les professeurs de musique, en lien avec l'école d'Emilia pour lancer un petit peu tout ça, mais chaque musicien, musicienne débutante, plus expérimentée qui aurait envie de partager est la bienvenue. Donc on a envie de créer aussi, voilà, au moins une fois par mois, des espaces par et pour, encore une fois. Et ce qui n'empêche pas que toute l'année, on est toujours très, très, très à l'écoute de vos envies, de vos projets qu'on peut accueillir à d'autres moments que ceux-là. Et tout ça peut se construire ensemble.
Vous l'aurez compris, c'est un lieu qui est ouvert, qu'on veut le plus possible de proximité, et parce qu'on estime que ces lieux-là, ils sont essentiels pour la vie de nos territoires, des lieux où on se rassemble, des lieux où on fait ensemble, des lieux où on découvre, où on partage, où on crée aussi du lien, de la convivialité, des lieux de culture, encore une fois, au sens très large, de proximité, il en faudrait, mais partout. Et c'est des lieux qui sont précieux, surtout, surtout quand on perd un petit peu espoir parfois sur ce qui nous arrive. Et à l'heure des coupes budgétaires sur le social, la culture, l'éducation, enfin, je vais pas refaire tout le topo, mais j'ai envie de profiter de cet espace pour dire que c'est les soutiens politiques qu'on peut recevoir sur ces endroits-là, ils sont nécessaires, ils sont vraiment essentiels, parce que la culture, le social, le faire ensemble, apprendre à faire démocratie ensemble, c'est pas des endroits de rentabilité, et c'est dans des endroits qui nécessitent un soutien de la puissance publique. Donc voilà, je remercie fort d'avoir l'espace pour le dire. Voilà, j'ai cité le prochain mercredi du tracteur qui sera le 18 février. Venez découvrir les musiciennes du coin. Et venez, si vous voulez, en profiter pour partager votre musique. Et après, on a le 13 mars, on aura un dîner-concert. Mais après, si vous voulez suivre la programmation du tracteur, on a un site internet, on est sur les réseaux sociaux, donc, et on vous accueillera avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. On a un dernier invité qui est un invité un petit peu spécial. On a un membre du gouvernement qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Donc je vais vous demander de l'applaudir bien fort. Merci. Citoyen. Permets-moi de t'appeler citoyen, même si nous savons, toi et moi, que tu n'es qu'un sujet, un servant, un esclave. Mais je tiens à t'appeler citoyen, ne serait-ce que pour ne pas t'humilier inutilement. Citoyen, j'appartiens à la classe patronale qui gouverne, et j'ai une grave responsabilité. Je dois te dire qu'il y a une crise, une très grosse crise, une crise irréversible, et je ne suis plus en mesure de te donner d'espoir. Citoyen, autrefois, je t'envoyais à la mine. Je te remplissais les poumons de dioxyde de silicium. Tu mourrais, certes, mais ta femme percevait ta retraite. Eh bien, désormais, je ne pourrai plus me le permettre. Citoyen, autrefois, je t'envoyais à l'usine. Je te faisais travailler 8, 9, 10, même 11 heures par jour. Je savais qu'après 4 heures de travail, tu avais fourni largement assez pour qu'on puisse vivre dignement et honnêtement, aussi bien toi que moi. Mais moi, je t'exploitais à l'usine. Et j'utilisais ton surtravail pour me mettre une plus-value dans les poches à ta place. Mais tu avais le 13e mois. Et tu t'achetais une télévision avec laquelle je t'endoctrinais, ou tout du moins je t'embrouillais, même à distance. Mais la télévision, c'est bien. Et le 13e mois aussi. Désormais, tu pourras le rêver, le 13e mois. Citoyen, autrefois, je t'envoyais à la guerre, pour mon intérêt. Tu y allais, et tu y mourrais, certes. Mais moi, je te faisais des obsèques nationales. Des obsèques nationales. Quand je vais à des obsèques nationales, je me crois au stade, j'entends l'hymne, je vois les drapeaux, le cercueil passe, le gars il est mort, et moi je suis là, je fais « Allez !» Désormais,
Si tu vas mourir à la guerre pour moi, tu n'auras plus d'obsèques nationales. Citoyen, autrefois, je te suffoquais, certes, mais je te laissais prendre un peu d'air. Désormais, je t'étranglerai. Point. Et pourtant, cher citoyen, moi qui suis au gouvernement, j'ai le devoir, j'ai la responsabilité de t'écouter. J'écoute l'ouvrier. J'écoute l'ouvrier qui me dit que soit les usines ferment, soit elles se délocalisent en Chine et il perd son travail, soit les usines restent en France, mais elles se chinisisent et il perd tous ses droits. Et moi, à cet ouvrier, je dois lui dire une chose claire, une chose honnête. Je lui dirai, ouvrier, chacun sa merde. Sincèrement, franchement, ouvrier, chacun sa merde. Mais je vais aussi parler aux travailleurs précaires. Le travailleur précaire qui pensait qu'en quelques mois, il aurait retrouvé du travail. Non, 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 non. Au lieu de ça, il est resté embourbé dans cette boue qu'on appelle la précarité. Et aujourd'hui, il commence à avoir des enfants. Et tout ce qu'il trouvera au mieux, c'est du travail au noir. Ce travailleur précaire a besoin de certitude. Et je lui en donnerai. Je lui dirai précaire. Chacun sa merde. Sincèrement, franchement, pour toi aussi, chacun sa merde. Mais je veux aussi parler aux migrants. Le migrant qui est le pilier de notre pays. Il travaille le triple, il ne gagne rien et il est traité comme un esclave. Et pourtant, un citoyen sur 4 est issu d'une histoire d'immigration. C'est pourquoi je veux te parler à toi. Toi, le migrant, te parler et te dire la même chose que j'ai dite aux autres parce que tu ne vaux pas moins qu'eux. Je te dirais, migrant, chacun sa merde. Pour toi aussi, franchement, surtout pour toi. Chacun sa merde. Alors on pourrait me dire s'il y a besoin d'argent, pourquoi ne pas taxer l'argent français qui se trouve dans les banques suisses? C'est vrai. Pourquoi je ne le taxe pas, cet argent? Oui, parce qu'il est à moi. Et que chez moi, il y a des banquiers, j'ai des comptes à rendre. Je ne fais pas ce que je veux. On pourrait aussi me dire pourquoi insister à construire une autoroute gigantesque qui va détruire une vallée alors que les gens sont contre et qu'une autre route fonctionne déjà très bien. Pourquoi nous la construisons, cette autoroute? Parce que chez moi, il n'y a pas que des banquiers. Il y a aussi des patrons du béton et de la pharmaceutique, et qu'il y a de l'argent à se faire, chers citoyens. On pourrait aussi me dire, pourquoi investir dans la guerre? C'est vrai, dans le pays des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que chez moi, il n'y a pas que des banquiers, pas que des patrons du béton, il y a aussi des marchands d'armes, et qu'il y a de l'argent à se faire. Je suis les puissants citoyens, ne l'oublie pas. On en a jeté d'autres dans la Seine avant toi, on peut le refaire avec toi. Tu vois, citoyen, je suis tellement convaincu de l'honnêteté de mes propos que j'ai suggéré au gouvernement d'appeler la nouvelle réforme qui arrive, la réforme « Chacun sa merde ». Ce qui me semble assez clair, explicite, enfin que tout le monde peut comprendre. Mais la communauté internationale me demande d'être beaucoup plus salaud, certes, mais un tantinet plus élégant. Alors, je l'appellerai Crédit impôt compétitivité emploi ou Projet de loi de finances de la sécurité sociale ou, avec un titre un peu plus cinématographique, Le concombre dans le maraîcher. C'est pas mal, ça. C'est moi qui l'ai trouvé. Tu vois, citoyen, le capitalisme, c'est un peu comme ce gros parapluie qu'on t'enfilerait chaque jour dans le derrière. Mais ce n'est pas un vulgaire parapluie à 4 € que te vend le migrant quand il commence à pleuvoir. Non. Non, c'est un parapluie coûteux, de marque, avec le manche en ivoire et la pointe en argent. Et si tu n'as pas compris ça, cher citoyen, si tu penses encore vivre dans un pays démocratique où tu comptes encore pour quelque chose, alors, citoyen, vraiment citoyen,
chacun sa merde. Alors, chacun sa merde, chacune sa merde aussi peut-être, on ne sait pas. Pour nous sortir de la merde, peut-être que Christophe a une solution. Alors, pour conclure cette cérémonie, on va avoir un petit discours. Merci. Moi, j'ai aimé cette franchise du gouvernement parce que des fois, ils emploient plein de mots pour enrober tout ça. Et ce qui a été dit à l'instant, c'est tout à fait ce qu'on vit en permanence sur les écrans et à l'Assemblée nationale. Donc, sans plus tarder, je vais commencer mon petit propos. Je vais commencer par un sujet qui nous intéresse tous, parce que ça nous impacte directement, c'est l'international. L'international impacte le national et impacte forcément le local. Et je vais commencer par une citation de Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine. Ça rassure. Hein. Non, pas l'autre. Il disait, il y a des décennies où il ne se passe rien, et il y a des semaines où des décennies se produisent. Nous sommes actuellement dans un cycle du chaos, l'ère des prédateurs, où le droit international est complètement bafoué et écrasé. Et quand on regarde rapidement sur le temps long, au niveau de l'histoire, on s'aperçoit que quand l'offensif prend la main sur le défensif, nous sommes en période d'instabilité, et inversement, quand il est plus facile et que ça coûte moins cher de se défendre, on est dans une période de coopération. Actuellement, quand on regarde la guerre qui se passe actuellement, la guerre d'invasion de la Russie vers l'Ukraine, un drone, ça coûte 200 €. Pour intercepter un drone, il faut un missile qui coûte 2 millions d'euros. Donc on voit bien qu'attaquer ne coûte rien, et donc ça bascule complètement dans un caractère agressif et offensif. Alors je voulais vous parler quand même d'un pays, un pays pacifique, qui va fêter cette année ses 250 ans d'indépendance, le pays de la liberté. C'est un pays, quand même, il faut savoir, qui a mené 400 guerres, qui a 800 bases militaires dans le monde, avec 200 000 soldats déployés tout autour du globe. Ce pays, qui au début était une puissance régionale, a mené des guerres pour s'agrandir. Il a essayé de s'agrandir au nord, déjà vis-à-vis du Canada. Il n'a pas réussi parce que les Anglais ont maintenu la frontière. Il a essayé et il a gagné vers le sud, vers le Mexique. Et puis après, il s'est dirigé vers le milieu du continent et il a racheté la Louisiane, qui appartenait à Napoléon Bonaparte, enfin qui appartenait à la France, et que Napoléon a vendu pour mener ses guerres en Europe. Il faut se rappeler que la Louisiane, à l'époque, c'était 4 fois la superficie de la France. Et puis, il a voulu pousser plus loin ses conquêtes, et là, il s'est heurté aux populations indiennes. Et à l'époque, il y avait à peu près 15 millions d'Indiens. 90% de la population a été massacrée lors de ces conquêtes. Ce pays, vous l'avez reconnu, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et je vous invite à relire ou à lire l'excellent bouquin d'Howard Zinn qui parle de l'histoire populaire de l'Amérique. Et justement, il y a le film d'Howard Zinn, qui est issu de ce livre, qui sort sur les écrans, le volet 2, qui explique justement comment s'est construit ce pays dès la découverte par Christophe Colomb, qui croyait en découvrir les Indes, a découvert ce continent. Et puis le livre aussi de la stratégie du choc, Naomi Klein, qui explique justement ce qui se passe actuellement aux États-Unis n'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça, sauf que nous, notre génération, on a une perception des États-Unis parce qu'ils sont venus en 1917, en 1944, puis on a vécu ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire le cinéma, le rock'n'roll, enfin tout ça, où on nous a endoctrinés sur une Amérique qui serait un pays pacifique. Non, l'Amérique n'a jamais été pacifique, et c'est toujours dans la même stratégie qu'avec actuellement Donald Trump, qui justement revendique le Canada, mais c'est une vieille revendication, et vers le Groenland. Et il y a un autre acteur puissant au niveau international, c'est la Chine. La Chine qui est la première puissance économique au monde. Et ça, les États-Unis ne l'admettent pas, parce qu'ils se retrouvent déclassés. Et donc, forcément, la politique agressive des États-Unis est de couper les lignes d'approvisionnement de la Chine, le Groenland avec le changement climatique, avec les voies commerciales, le détroit d'Ormuz ou Panama. Et comment ne pas parler des États-Unis pour justement
signaler ce qui s'est passé et ce qui se passe à Minneapolis avec l'assassinat de Ronnie Wood et d'Alex Pretty, que on a tous constaté. Et ce soir, il y a une manifestation justement à Toulouse en soutien du peuple américain qui n'accepte pas ce qui se passe actuellement dans ce pays dit de la liberté. Donc, on pourrait dire c'est la cata, enfin c'est anxiogène, mais je pense que c'est une super opportunité que nous avons, nous, l'Europe, nous affranchir de la soumission aux États-Unis, sortir de l'OTAN, qui est une puissance de guerre. Je rappelle quand même que le Groenland est un pays associé au Danemark, qui fait partie de l'OTAN, et que les États-Unis sont les grands maîtres de l'OTAN. Donc là, il y a un truc qui ne colle pas, et qu'il faut à tout prix revendiquer que l'Europe, enfin les pays qui le souhaitent, ne soient plus alignés sur la politique américaine. Donc ça, au niveau international, il y a une opportunité, et il faut s'en saisir, il ne faut pas avoir peur, il faut vraiment que nos diplomates, au niveau européen, s'en emparent le plus rapidement possible. Et puis, je voulais raconter un peu aussi ce qui s'est passé lors du XXe siècle. Au XXe siècle, il y avait une rivalité entre ce qu'était l'État, ce que l'État peut faire, les services publics, et la lutte contre le marché. La lutte du marché, de la privatisation, de la libéralisation des services. Et là, le XXIe siècle, on a une lutte qui s'est engagée entre l'humain et la machine. Et quand je dis la machine, c'est l'intelligence artificielle, qui est aux mains de la tech. Je ne suis pas contre l'intelligence artificielle. C'est une invention, on peut en avoir l'utilisation, c'est comme une allumette. Une allumette, ça sert à allumer le feu, à chauffer, mais une allumette, ça peut mettre le feu à la plaine. Je pense qu'il faut à tout prix, justement, réguler les promoteurs de l'intelligence artificielle, les seigneurs de la tech. Et je pense que tous les moyens qui sont mis actuellement dans les puissances de guerre à s'anéantir, à tuer, on devrait l'investir plutôt dans l'intérêt général humain. Là, la gazette que vous avez sur votre siège, dans mon édito, je parle tout simplement de la survie de l'humanité. On en est là. Je veux dire, on continue dans ce cycle-là, l'espèce humaine, parce que la Terre, elle continuera à tourner, même si c'est de la glace ou du feu, mais l'espèce humaine est en danger. Et je pense que c'est l'objectif numéro 1. Il y a eu la COP31 il y a quelques mois, mais il ne se passe rien. Il faut à tout prix que les pays prennent en compte l'intérêt général humain. Au niveau national, forcément, on subit les conséquences de l'international. Surtout quand vous avez un chef d'état-major qui s'adresse aux maires de France lors du dernier congrès des maires, j'y étais, et qui dit tout simplement aux maires, enfin aux gens qui étaient là, acceptez de perdre vos enfants. Cette phrase. On gouverne avec la peur, on fait peur aux gens. De ce gouvernement qui est pour moi illégitime. Souvenez-vous, en 2024, on a gagné les élections. Je dis nous, députés de la France Insoumise, du Nouveau Front Populaire, nous avons gagné les élections. Et actuellement, on a eu 3 premiers ministres de droite qui sont succédés. On a eu Barnier qui a été censuré, qui est parti, performance. Le deuxième qui a été censuré, qui s'appelait Bayrou. Je suis obligé de boire là parce que j'ai la bouche un petit peu pâteuse. Et donc c'est la première fois sous la Ve République que 2 gouvernements ont sauté. Et puis, sur les chaînes d'infos, on nous sort les 3 I en permanence. Les 3 I, c'est quoi? L'immigration. Immigration, le deuxième I, c'est islam. Et puis forcément, le troisième I, c'est l'insécurité. Alors on va en parler de la sécurité. Parce qu'on nous dit la sécurité est la première des libertés. Alors parlons-en calmement. Parce que moi, je suis pour la sécurité. La sécurité d'avoir un toit quand il y a 300 000 personnes qui vivent dehors avec des enfants. La sécurité d'être soigné. La sécurité de manger à sa faim. La sécurité d'avoir une école inclusive avec des personnels formés, avec des AESH. Si on veut que l'école soit inclusive, il faut que le personnel qui s'occupe des enfants en situation de handicap soit inclus, qu'elles soient formées, qu'elles aient un statut, qu'elles aient une reconnaissance. La sécurité d'avoir un emploi. La sécurité de simplement d'avoir un revenu digne. La sécurité de vivre librement sans aucune discrimination par rapport à son genre, à son orientation sexuelle, son identité, sa couleur de peau, ses origines, ses croyances, sa foi. La sécurité de vivre son hiver dignement. Alors oui à la sécurité sociale et citoyenne. Alors, après, on pourra parler de sécurité des biens et des personnes. Et de l'utilité d'emprisonner des personnes que la société exclut. Alors oui, à la République sociale. À la République et à sa devise. Sa devise qui ne se divise pas. On la prend pleine et entière. La liberté est indissociable de l'égalité. Sinon, il ne peut pas y avoir de fraternité.
Et je vous invite aussi à lever la tête, parce qu'on nous dit toujours, baissez la tête, regardez ce qui se passe à côté de vous, l'argent qu'on dépense, le RSA, tout ça. Mais si on lève la tête, c'est des milliards qui circulent au-dessus de nos têtes. Chaque année, l'État donne entre 210 à 260 milliards aux entreprises. Je ne suis pas contre pour aider les entreprises, à condition, justement, qu'il y ait une condition, que ça soit conditionné pour moderniser l'outil de production, pour améliorer les conditions de travail, pour augmenter les salaires et créer de l'emploi. Alors oui, on pourra aider les entreprises. On pourra aider les entreprises. Et justement, il y avait Zuckman, l'économiste, qui avait proposé une taxe. Et je vous invite à lire la Gazette que vous a donnée. On a fait un petit article. On demandait tout simplement, enfin, Zuckman demandait de taxer à 2%. C'est-à-dire qu'en fait, que les milliardaires, les hyper riches, en fait, ils contribuent au minimum, à un minimum, au même niveau que l'ensemble de toutes les classes sociales réunies. Même ça, ils nous l'ont refusé. Et le dernier rapport d'Oxfam nous a sorti encore, en France, les 53 milliardaires sont plus riches que 32 millions de Français. Alors quand on dit ça, on a du mal à visualiser. Mais si on dit qu'une personne est égale à une seconde, 53, ça fait à peine une minute. Et 32 millions, ça fait plus d'une année. Vous voyez le rapport, quand on met ces chiffres-là, et donc, même quand on fait des constats, on est dans une situation que ces 53 milliardaires, il y a de quoi, on est un pays riche, on a de quoi de mieux répartir les contributions, les impôts, les taxes qui sont prélevés auprès des concitoyens et de ses concitoyens. Et puis on me reproche souvent, enfin certains, pas tous, me disent, mais t'as pas voté le budget, il faut un budget, il faut avancer, il faut un budget pour acheter des pistolets, il faut un budget parce que sinon ma boîte elle va couler, non mais c'est vrai, il faut un budget. Ben, je vais prendre un exemple, et ça a été dit tout à l'heure. Je vais prendre un exemple avec l'insertion par l'activité économique. On a quelque chose qui marche en France. Il y a plus de 300 000 parcours qui permettent à des gens qui sont éloignés de l'emploi d'être réinsérés. Donc il faut de l'argent. Et il y a de l'argent en France, comme je le dis. Même la Cour des comptes, qui sont les juges, qui sont là pour juger de la bonne efficience de l'utilisation des impôts, des taxes. Ben, la Cour des comptes, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est pertinent. L'utilisation des crédits sont bien utilisés parce qu'il y a un retour vers l'emploi très significatif. Donc c'est performant et ça permet aux gens de sortir de la pauvreté et d'avoir une reconnaissance sociale. Parce que quand vous avez perdu votre emploi, quand vous êtes privé d'emploi, c'est l'isolement. Enfin, c'est l'estime de soi. Enfin, c'est quelque chose de très très difficile à vivre. Donc on a quelque chose qui marche, que la Cour des comptes nous dit c'est nickel. Et que fait le gouvernement? À votre avis, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe dans les budgets, il a coupé déjà en 2025, et en 2026, il ne va pas reconduire les budgets. Au lieu d'avoir 300 000 parcours, on devrait en avoir 1 million. Alors comment voulez-vous qu'on nous dise travail? Alors, à l'Assemblée, travail, il faut du travail, tous. Mais oui, d'accord, ok, mais investissons dans le travail, créons 300 000, 400 000, 500 000, aidons en plus les personnes qui sont au front auprès des gens qui sont privés d'emploi. Donc c'est pas possible de voter ce budget-là. Et puis j'en ai marre d'entendre les travailleurs qui se lèvent tôt, la France qui travaille. Ben, je suis désolé, mais quand vous prenez le métro ou le bus le matin, la France qui travaille, c'est la population immigrée, en grande majorité, ceux qu'on rejette toujours. Et puis je prends mon exemple personnel. Moi, par un temps, dans ma carrière, j'ai fait les 2-8. Donc il y a un coup, je me levais à 5 h du matin, je prenais à 6 h, et puis le lendemain, je me levais à 10 h, parce que je bossais à midi. Donc pour eux, j'étais dans la France qui travaille un jour, et puis le lendemain, j'étais un assisté. Donc, on voit bien que ces gens, quand ils parlent du travail, ne connaissent pas ce que c'est que le travail, et le travail subordonné à une autorité et au rythme du travail. Et au niveau local, on a pris l'international, le national, et au niveau local, je voudrais saluer les camarades qui, tous les vendredis soirs, sont allés au rond-point de Muret, le rond-point qu'on appelait le rond-point des Gilets jaunes, pour soutenir le peuple palestinien qui est en train de se faire génocider à Gaza. Je pense qu'on peut les applaudir. Il y en a quelques-uns dans la salle. Là, ça me permet de voir un coup. Et je vais vous dire, des manifs, on en fait à Toulouse. Alors qu'on fait une manif, c'est très bien, mais quelque part, on est quand même dans une bulle. Enfin, on est tous ensemble, c'est bien. Mais quand on est sur un rond-point
avec le drapeau palestinien. Là, on est face à des gens qui sont derrière leur vitrine, enfin derrière leur vitrine, leur pare-brise, ils sont en voiture. Et le rapport est différent. Alors, il y a des gens qui klaxonnent, c'est super, puis il y a des gens qui disent et puis il y a des gens qui nous insultent, enfin, qui nous font des doigts d'honneur. Donc, c'est un rapport beaucoup plus direct, et je trouve que, quelque part, ce que vous avez fait, les camarades de Muret, et d'ailleurs, d'être venus sur ce rond-point, et vous avez continué, bravo à vous, parce que, quelque part, tu te dis, ben, c'est pas perdu. Alors, la Circo. Moi, la Circo, ça me permet justement de nourrir le travail que je fais à l'Assemblée. Maëlle en a parlé tout à l'heure, on a fait 3 propositions de loi. J'en ai fait une sur la nationalisation des autoroutes, le service public. Il y en a marre du racket. On prend l'exemple du péage à Muret, 2 € pour la touche. Ça suffit. Il y a des copains à Venert, que j'étais pas là, qui sont battus pour empêcher un péage à Roc à l'époque. Il faut à tout prix que ça revienne dans le giron du national, parce qu'on les a payées, ces autoroutes, et que c'est devenu une rente de situation. On a fait aussi une proposition de loi sur les funérailles. Justement, c'est détaillé il y a tout dans la Gazette à la rigueur. J'aurais même pas dû parler. J'ai lisé la Gazette et c'est bon. Pour que les communes puissent mettre à disposition une salle pour avoir des funérailles républicaines et laïques. Et ça m'a été soufflé par un copain qui est là, que j'ai vu tout à l'heure, Rémi Zoya de Venert, qui m'avait soufflé ça. Donc moi, je me nourris de l'idée, c'est ça, quand un député se nourrit de ce qui se passe à l'Assemblée, et après de porter ses propositions de loi, après il faut qu'elle passe. Et puis la dernière qu'on a en cours, c'est sur les tiers-lieux, on a l'intervention du tracteur, parce que c'est hyper important. La culture, il faut investir dans la culture, il faut qu'il y ait des tiers-lieux. Pourquoi? Tout simplement que les gens se rencontrent, se discutent, s'engueulent, s'échangent, peu importe. Mais que les gens, il faut casser l'isolement, cette bulle maléfique où les gens restent chez eux, sont face à de l'information continue. Moi, je vous ai parlé d'international, enfin, vous sortez de là, waouh. Par contre, quand vous rencontrez des gens qui ne pensent pas comme vous, ben, il y a un échange. Et c'est toujours enrichissant. Même si des fois ça frotte, ça pique. Mais c'est ça qui est intéressant. Moi, quand je rencontre quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, ou qui des fois va même pas me saluer, ou qui va m'insulter, ok, je l'écoute, on discute. Et puis à la fin de la conversation, il va me serrer la main. Alors je me dis, bon, c'est peut-être pas gagné, mais ouais, tu te dis, ouais, bah pourquoi pas, ça peut le faire. Et donc, moi je dis toujours, il faut qu'on sorte de notre bulle, de sa bulle. Ici, pratiquement, on a tous à peu près les mêmes idées. Je ne sais pas s'il y a des électeurs du Rassemblement national, mais j'aimerais bien qu'il y en ait. Parce qu'il faut qu'on sorte de sa bulle et qu'on aille au contact. Et après, surtout, mon rôle en tant que député, c'est de soutenir les luttes. Que ce soit les parents d'élèves, que ce soit qu'on réclame les déserts médicaux, des médecins. À chaque fois qu'on m'appelle, il faut être là présent, parce que toujours, peut-être que l'appui d'un député, ou du maire, ou des parents d'élèves, ça peut faire bouger les lignes. Et c'est surtout ça l'utilité d'avoir des élus, comme ça a été dit tout à l'heure, et des élus qui peuvent s'adresser aux ministres, à ceux qu'on a vus tout à l'heure, et des fois peut-être que dans un éclair de lucidité et d'humanité, on peut faire bouger les choses. Alors tout ça, c'est pas très joyeux, mais il y a des perspectives, il y a du soleil quand même. Actuellement, je ne peux pas trop en parler parce que il y a les municipales. Alors, je ne vais pas pour dire rien, non, je ne vais pas en parler, mais les municipales, c'est un grand bouillonnement démocratique. C'est dans 50 jours, je crois. Il y a plus d'1 million de candidats. Plus d'1 million de candidats qui vont s'engager dans des listes. Alors, il y a des listes diverses. Il y a des listes qui veulent des tiers-lieux, qui veulent de l'horizontalité, de la citoyenneté. Et puis, il y a d'autres listes qui veulent des pistolets et puis de la verticalité. Bon, ça, c'est... Bon, après, il y a une confrontation. Et ça, c'est des moments magiques. Je veux dire, on est le seul pays d'Europe à avoir autant de candidats, autant de listes, parce qu'on a beaucoup de communes aussi. Mais ça, moi, j'adore. Voilà, c'est très bien. Et puis, surtout, permettre aussi au niveau municipal, permettre à chaque enfant de manger. Parce que si au niveau municipal, il peut y avoir des cantines bio et gratuites, tous les enfants ne mangent pas à leur faim en France. Pays riche quand même, 7e puissance économique au monde. Donc il y a un enjeu énorme. Donc la seule chose que je peux vous dire sur les municipales, inscrivez-vous. Je pense que beaucoup de gens sont inscrits. Mais si vous avez des voisins qui sont inscrits, mais peut-être qu'ils sont inscrits à Nantes, Dijon ou à Bar-le-Duc, et puis qu'ils ont déménagé entre-temps, vérifiez votre inscription. Il y a 12 millions de personnes qui ne sont pas inscrites ou mal inscrites. Il y a beaucoup de jeunes ou de moins jeunes, des gens qui ont déménagé. Et comme la Haute-Garonne, c'est un département hyper attractif, il y a des gens qui viennent de partout. Puis au moment d'aller voter, non, vous n'êtes pas inscrit ici. Donc on a un petit tract aussi, on a tout. On a la Gazette, on a le petit tract, il y a un QR code, vous flashez le QR code et vous vérifiez si vous êtes bien inscrit. Et puis forcément, dans 15 mois, il y a la présidentielle, l'élection en lettres majuscules, celle qui peut faire changer le cours de la vie. Alors, là, on a déjà une campagne qui est commencée. Je crois qu'il y a plus de 65 candidats qui sont déclarés. D'après un journaliste, 65 candidats. Bon, c'est le grand truc. Mais bon, on voit bien que le pouvoir économique, les médias, ils commencent à faire du bashing. Du bashing vers qui? Vers la gauche, et puis plus particulièrement vers les LFI, et plus particulièrement celui qui incarne les LFI, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Et donc, il tape. Mais il tape surtout sur quoi? Le programme. Parce que le RN, on n'en parle pas. À le RN, il n'y a pas de bashing. Et souvenez-vous, pour les boomers dont je fais partie, la génération, souvenez-vous, avant 1981, les campagnes qu'il y avait contre ce programme de gauche, qui était beaucoup plus radical que celui qu'on porte. Hein. Parce que quand on parlait de nationalisation, ce n'était pas nationaliser une banque, c'était toutes les banques. Il y avait un bashing incroyable. Les chars soviétiques allaient venir à Paris. Et quand même, moi, j'aimerais que la nouvelle génération, la génération X, Y, Z, je ne sais plus comment on dit, parce que je suis un peu débordé, mais j'aimerais bien que cette génération-là puisse vivre ce qu'on a vécu en 81. Moi, j'ai voté en 80 au premier tour Arlette Laguillet, et deuxième tour François Mitterrand, et on a gagné. On a gagné, vous allez me dire pas pour longtemps, mais ce moment d'espérance, ce moment de joie communicatif, j'aimerais pouvoir revivre ça en 2027. Parce que quand même, en 81, il y a eu les 39 heures, la retraite à 60 ans, le remboursement de l'IVG, la dépénalisation de l'homosexualité, parce que c'était un délit avant 81, la régularisation des sans-papiers. Regardez ce qui se passe sur le côté des Pyrénées. 500 000 sans-papiers qui vont être régularisés. L'impôt sur la fortune, l'impôt sur le revenu avec 14 tranches, une magnifique respiration. Et en 2027, il peut y avoir un candidat de gauche, bien malin. Je ne vais pas vous donner son identité, je ne sais pas. Hein, je veux dire, il se passe des trucs, je ne sais pas. Mais un candidat de gauche face à un candidat d'extrême droite, ça serait du jamais vu. Hein. Pour l'instant, on n'aurait jamais vécu, même en Europe. Donc, quelque part, là, aujourd'hui, à Haute-Rive, on vit un moment historique. On est à 15 mois d'une bascule, quoi. Je veux dire, il peut se passer quelque chose et de revivre cette respiration que j'ai vécue en 81 et que j'espère à toutes et toutes revivre. Et puis, je voudrais vous dire aussi un truc, c'est que la France, elle est multi-tout, elle est multiculturelle, elle est multicolore. C'est notre richesse. Par notre géographie, la France est en bout de continent. On a vécu pendant des siècles et des millénaires des brassages de populations. C'est notre histoire et même le climat océanique, méditerranéen. Beaucoup de gens sont venus s'installer en France. On était le pays le plus peuplé d'Europe avant que Napoléon fasse des guerres et bousille le tiers de la population. Et les gens viennent de partout. Et même notre langue, elle est remplie de mots immigrés. Alors la première langue le français c'est le plus inspiré, mais c'est l'anglais hein, avec le 19e siècle, le 20e siècle. Il y a l'italien avec la Renaissance, et la troisième langue qui a le plus influencé le français, vous savez laquelle c'est? Bien. C'est l'arabe. Et il y a un mot que j'aime bien dans l'arabe, c'est caramel. Caramel. Il y a plein de mots d'origine arabe. Et vous savez même quoi? Que le cassoulet est d'origine arabe. Oui, c'est un ragoût de mouton avec des fèves. Après, on a mis du haricot, mais bon, je ne vais pas faire une polémique, mais le cassoulet serait d'origine arabe. Et puis, là, justement, on peut faire un sondage. Qui, parmi vous, a un ou plusieurs grands-parents d'origine étrangère? Levez la main. D'origine étrangère, hein, vous regardez, grands-parents, grand-père, grand-mère, non. Donc, on peut dire, là, là, tout à l'heure, on disait une personne sur 4. Là, on est pratiquement à une personne, un tiers, pratiquement la moitié. Donc, voilà, la France, c'est ça. C'est pas une France rabougrie. Alors, je dis ça à Haute-Rive. À Haute-Rive, une commune qui, malheureusement, au présidentiel, a mis en tête Marine Le Pen, et en 2024, 54% pour le candidat du Rassemblement, enfin, pas du Rassemblement national, enfin, son allié, enfin, de l'extrême droite. Mais il ne faut pas accepter. Il ne faut jamais, jamais, jamais se résigner. Il faut continuer. Parce que souvenez-vous, en 2024, 32 sondages donnaient la victoire du Rassemblement national. 32. Et qui c'est qui a gagné? C'est le nouveau Front populaire. Et donc, il faut pas désespérer. Et puis, regardez ce qui s'est passé à New York. Zoran Mamdani, jeune, 37 ans, je crois, socialiste et musulman. Donc, il y a toujours de l'espoir. En plus, la France, elle est de gauche. Je vous apprends rien, elle est de gauche. Hein. Déjà, non, mais au niveau de ses idées, au niveau de ses actions, je veux dire, j'ai lu un bouquin, alors après, au sujet à la caution, de Vincent Tibéry, qui disait que la France, elle virait à droite, mais les idées. Je veux dire, là, je parlais des années 70, l'homosexualité, elle n'était pas admise. Les idées progressistes, le racisme était beaucoup plus prégnant, beaucoup plus fort. Et petit à petit, au niveau sociétal et social, on me fait des grands gestes comme quoi je suis trop long, mais j'en ai encore en moins pour 1 heure à parler, parce que je n'ai encore pas parlé, là j'ai parlé au niveau communal, mais après je vais descendre au niveau de la famille. Non.
Non, mais en fait, c'est le haut qui ne lâche pas. En haut, le pouvoir économique, eux, ils s'en foutent, hein, qui mettent Bardella et Le Pen. Ils veulent continuer. Ça a été très bien dit tout à l'heure par le membre du gouvernement qui s'est exprimé. Donc, c'est le bouclier, c'est le glaive. Si on disait aux électeurs du RN que, en fait, ça va continuer en pire au niveau économique, je ne suis pas sûr qu'ils votent tous Bardella. Et la preuve que non, parce que les classes populaires, le premier vote qu'ils font, vous savez ce que c'est, les classes les plus précaires, c'est l'abstention. Le premier vote, enfin, ils ne votent pas, ils s'abstiennent parce qu'ils sont tellement. C'est bon. Et après, ils votent à gauche. Parce que là, il y a une étude qui est sortie bureau par bureau. C'est pas c'est pas si la France des clochers, la France des tours, la France des bourgs, c'est pas si. C'est beaucoup plus fin que ça. Il faut vraiment aller au contact des gens et lutter contre l'isolement. Et il y a un terme que j'aime bien, lutter contre la mélancolère. Il faut vraiment à tout prix lutter contre ça. Et donc, comment on fait? Avec nos envies, notre détermination, nos rires et nos chants, comme disait je ne sais plus qui, et puis avec la chorale qui était là, pour nous donner du cœur à l'ouvrage pour 2026. Surtout, ne laissons pas le chaos à ceux qui viennent après nous, à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos neveux, nos nièces, à tous ceux qui nous suivent. Nous n'avons pas le droit. Moi, j'ai 15 mois pour essayer d'inverser la tendance, et j'espère que la tendance sera bonne, pour qu'en 2027, on puisse vivre une belle respiration. Et je vais en profiter pour faire un gros bisou, mais c'est à titre personnel, un gros bisou à un petit gars prénommé Marius, qui fête aujourd'hui son 1er mois, et qui votera en 2043. C'est un petit truc personnel. J'en profite, j'ai le micro, et voilà, j'y vais. Alors pour conclure, je vous partage une citation, parce que j'ai commencé par une citation, je vais finir par une citation, reçue sur une jolie carte en 2025, une citation d'un Américain. Comme quoi, tous les Américains ne sont pas... Non, les Américains ne sont pas nos ennemis, c'est le gouvernement américain qui, pour moi, n'est plus un allié. Voilà, les États-Unis, ce qui se passe actuellement, c'est plus possible. Et ça, c'est intellectuellement, il faut qu'on y travaille. Et qu'est-ce qu'il disait, cet Américain qui s'appelait James Baldwin? Il disait, on ne peut pas changer tout ce que l'on affronte. Mais rien ne peut changer tant qu'on ne l'affronte pas. Je vous remercie. En avant 2026, je vous souhaite une jolie année. Vous êtes tous amis, Merci à tous et à toutes. Du coup, on va retrouver la chorale de Caser pour la deuxième partie du super concert. On a aussi un buffet sur votre droite. Au fond de la salle, pour les personnes qui sont pleines d'énergie, on a des packs de gazettes qui sont à disposition libre, des petits packs de seulement 150 gazettes. Si vous avez l'énergie de les distribuer autour de chez vous, c'est super. Et on a aussi des listes, si vous voulez vous inscrire pour recevoir les informations relatives à Christophe. Merci. Alors, j'ai juste oublié quelque chose, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'avais tellement de notes, tellement de choses à dire, mais j'ai oublié. Et je voulais faire un petit clin d'œil, et oui, bien sûr, aux agriculteurs. Enfin, quand on parle d'agriculteurs, on parle d'agriculture au pluriel, parce qu'il y a les agriculteurs qui essayent de produire localement, qui essayent de faire une agriculture paysanne, et puis il y a les gros. Et donc, ça a pas mal bougé, ça bouge encore, et c'était juste pour un petit soutien de tout mon cœur pour soutenir nos agriculteurs, parce qu'en fait, on a besoin de manger tous les jours, et sans les agriculteurs, ça va être compliqué. Voilà, je ne ferai pas plus long, et merci à vous, à la chorale.